Saint-Étienne Night Club. L'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Paul. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour le 201e numéro du Saint-Étienne Night Club. La semaine dernière, face à Éco-Témoin, les Verts avaient trouvé le chemin défilé à 11 reprises. Alors forcément, en arrivant à Dunkerque, on s'attendait encore à voir briller la meilleure attaque du championnat. Mais sur cette rencontre, les Stéphanois ont peut-être estimé que leur quota de buts pour l'année 2025 était déjà atteint, tant ils se sont montrés inefficaces. Résultat, défaite 1-0, un match dominé dans la possession, mais jamais vraiment maîtrisé. On touche la transversale, on pousse en fin de match, mais sans jamais donner le sentiment de pouvoir renverser quoi que ce soit. Au final, c'est Dunkerque qui marque sur l'une de ces rares situations et qui réalise la belle opération, d'autant que Troyes nous avait laissé une occasion de revenir en concédant le nul contre Rodez. Finalement, ce sont eux qui ressortent gagnants du week-end avec un point supplémentaire d'avance sur l'AS Saint-Étienne. Ce soir, on revient sur cette rencontre frustrante, sur ce manque d'efficacité qui colle à la peau des Verts et sur ce qu'il faudra corriger avant la trêve. Pour cette émission, je suis accompagné d'Adrien Ponsard. Bonsoir Adrien, comment vas-tu ? Bonsoir, écoute, ça va nickel, ça pourrait aller beaucoup mieux si on avait une victoire ce week-end, mais bon, faut faire avec. Ouais, faut faire avec. J'ai l'impression d'être un peu un chat noir parce qu'à chaque fois, j'ai pas forcément des succès quand je suis là au Saint-Étienne Night Club. Je vais pas te lancer comme ça, Karl, parce qu'on t'a souvent traité de chat noir, mais on va dire que les choses vont changer. En tout cas, j'espère pour toi. On accueille Karl aujourd'hui. Karl qui est un nouveau dans l'équipe, nouveau chroniqueur que vous allez apprendre à connaître. Bonsoir Karl, comment vas-tu ? Oui, je suis nouveau dans tout l'écosystème de l'émission. Bonsoir tout le monde, ravi de devenir chroniqueur après avoir été au chat pendant, 2-3 ans et avoir été éphémère animateur, mais bon, t'as brillamment pris ma place. Et du coup, ouais, maintenant, en tant que chroniqueur, je suis ravi de faire cette émission avec vous, Colin et Paul, et avec Adrien. C'est très sympa. Ouais, c'est très sympa, même si on s'est incliné, mais j'espère qu'on va passer une bonne émission. En tout cas, voilà, j'en profite pour te remercier, Karl, pour tout ce que tu fais pour l'émission. Tous les visuels que vous verrez, c'est Karl qui les a fait, qui prépare en coulisses avec Romain. Donc, c'est un gros travail en coulisses. Donc, en tout cas, merci à vous deux pour tout ce que vous faites. Et merci à toi, Colin, également, qui va être présent dans le chat ce soir, pour lire le chat ce soir. Vous le connaissez maintenant très bien, Colin, il a l'habitude d'être présent. Colin, toi, de ton côté, ça va malgré la défaite ? Bonsoir à tous, écoute, forcément beaucoup de déception, mais bon, en attendant, hâte de vous lire dans le chat. N'hésitez pas à me bombarder, je vous lirai avec un grand plaisir. Ouais, on est là, on vous lancera dans le chat et j'en profite pour vous saluer également. Le programme de l'émission, ça va être le débrief de la rencontre contre Dunkerque. Ensuite, on va ouvrir un dossier, on va parler du poste de numéro 9. Est-ce que c'est mieux de jouer avec ou sans numéro 9, et puis on va attendre l'avis notamment d'Adrien qui connaît très bien ce poste. Et puis après, on va parler du prochain match qui arrive, le dernier de la phase aller de la Ligue 2, et ce sera contre Bastia ce week-end. Allez, on va commencer sans plus attendre avec le débrief. Saint-Étienne Night Club, le débrief. Bon, malheureusement, on est obligé de revenir sur une défaite. Karl, je vais commencer par toi. Saint-Étienne a chuté à l'extérieur. C'est d'ailleurs la 5e défaite des Verts cette saison en Ligue 2. Quel est ton sentiment après cette nouvelle désillusion ? J'ai l'impression qu'on se répète à chaque émission, mais mon sentiment, c'est de la frustration. La frustration de voir qu'on ne progresse pas. Depuis une dizaine de matchs, c'est catastrophique. On ne progresse pas, on régresse peut-être même. Et on est d'une inefficacité criante et qui, je trouve, est un peu, pas inadmissible, c'est un peu trop fort, mais un peu en décalage avec les moyens qu'on a et avec l'effectif qu'on a. Donc très frustré et assez inquiet. Ah oui, carrément assez inquiet. Et toi, de ton côté, Adrien, t'es frustré aussi ? Tu as de l'inquiétude comme Karl ou pas du tout ? Je suis tout à fait d'accord avec Karl. C'est bien beau d'avoir la possession de balle, de faire du jeu sans pouvoir se créer des occasions, sans être efficace devant la cage. Moi, ce match de samedi, c'est un goût vraiment amer parce qu'il y avait largement la place de faire quelque chose. Mais comme on l'a dit juste un petit peu avant, on y reviendra après. Jouer sans numéro 9, c'est assez compliqué pour marquer des buts. Après, advienne s'il va advenir, mais c'est vrai que je suis très inquiet pour la suite aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai que cette défaite 1-0 contre Dunkerque,
Elle arrive jamais au bon moment, la défaite, bien sûr, mais là, on est encore une fois en train de faire les montagnes russes depuis quelques temps, donc c'est sûr que ce n'est pas très rassurant. Ça fait que Horneland est beaucoup critiqué, quasiment un an jour pour jour après son arrivée, hein. Il y avait plusieurs blessures, encore une fois, et c'est récurrent depuis le début de la saison. Par exemple, on avait Lucas Astassin, Joshua Defus, qui n'a plus joué que 30 minutes, comme l'a dit Eric Horneland après le match. Moefek, en délicatesse, qui a dû rentrer à 2 minutes de la fin, parce qu'apparemment, il fallait gérer aussi pour lui. Chico Lamba, Ferreira. Est-ce qu'il y a quand même vraiment des choix à lui reprocher, Eric Horneland, parce que voilà, il doit composer avec beaucoup d'absents. T'en penses quoi, Adrien? Ah bah oui, moi, bien sûr des reproches à lui faire. Alors certes, Holt a marqué 4 buts contre côté moins, mais il a marqué quand même 4 buts, donc c'est un joueur qui commence à revenir en confiance. Et là, tu le mets sur le banc dès le départ, en sachant que t'as pas d'avant-centre. C'est un petit peu dur à comprendre. Dufus, alors certes, il revient de blessure aussi, mais c'est un avant-centre. À 3, il marque, il fait marquer. Quand Nancy, il fait marquer, il me semble, ou il marque aussi. Au moment ou à un autre, tu peux pas te priver d'un avant-centre pour jouer. Moi, oui, c'est deux choix. Après, Jamali, j'ai rien contre ce petit jeune, au contraire, pour moi, il a fait une bonne petite prestation. Mais Wefex nous aurait peut-être apporté un peu plus. Après, c'est ces choix-là, et ces choix sont critiquables. Et de ton côté, Karl, toi, tu es d'accord avec Adrien? Tu aurais fait jouer d'autres joueurs, par exemple Ben Holt d'entrée de jeu? Qu'est-ce que tu penses des choix d'Horneland? Allô, Karl? Ah, on a Ok. perdu. Allô, Ouais, Karl? mais si, mais en fait, Ah, ok, mais c'est mes relents d'anciens référents de chat qui coupent le micro sans cesse. Oui, moi je disais, j'ai pas tant de critiques à faire quant à la composition de départ, parce qu'en fait, Horneland, il a fait avec les joueurs qu'il avait et les indications du staff médical, parce que j'ai entendu après coup en conférence d'après-match que Dufus avait l'autorisation pour jouer seulement 30 minutes. Bon, ceci étant, il en a joué que 10, 18 ou 20. Bon, bref, on pourra en discuter de ça. Mais c'est plutôt, moi, c'est sur justement la communication, parce que quand il me semble qu'il y a 2 jours, vous me direz si je me trompe, mais il y a 2 jours en conférence de presse, il se plaint d'avoir un effectif trop conséquent. Et 2 jours après, il se rend compte qu'en fait, il convoque 19 joueurs, dont Boaké, qui est au final hors groupe parce qu'il a une douleur, avec un Moefek qui a encore les adducteurs qui sifflent, et avec un Dufus qui revient de blessure et qui est pas en pleine possession de ses moyens. Donc c'est plutôt la communication, moi, qui me blase. Après, sur Benold, Adrien, tu dis pourquoi pas le faire débuter d'entrée. Moi, je trouve que je sais pas qui t'aurait fait sortir à la place pour faire rentrer Benold. Moi, c'est ce qui m'interroge le plus, c'est ces changements, c'est ces choix durant la rencontre, en fait. Et c'est sur notamment, je sais pas si on y reviendra, Paul, mais c'est sur le choix de faire rentrer Benold à la place de Hanan. oui, oui, bah on peut y revenir juste après. Si tu veux répondre, Adrien, par rapport à la question de Karl, qu'est-ce que Ouais, tu aurais fait, toi? alors c'est clair qu'à la place d'Anan, je fais pas rentrer Benold. Benold, c'est pas un latéral. J'aurais plus fait rentrer le petit Pedro, qui a fait un très bon match à 3 et décaler Ben Howard sur le côté. Après, ouais, moi c'est vrai que j'aurais plutôt démarré Benold pour le laisser un petit peu sur sa continuité du match côté moi. Certes, c'était côté moi, c'était une R3 qui était en face. Mais un mec qui marque des buts reste en confiance, et la confiance a pu poursuivre sur plusieurs matchs derrière. Ouais, et puis on peut rester sur les choix d'Eric Horneland, hein, parce que voilà, que ce soit avant, pendant le match, ça pose beaucoup de questions. Tu as parlé de la communication du coach stéphanois tout à l'heure, Karl, qui avait dit voilà, qu'il avait un gros effectif avant en la rencontre, et finalement on voit qu'au niveau des changements, par exemple, il en a effectué que 3 sur 5. Hein. Je rappelle que le coach peut effectuer 5 changements, mais en 3 sessions. Il a fait 1, 1 et 1, avec la blessure d'Anan, notamment Benold qui est rentré. Ensuite on a eu Defus, et puis en fin de match on a eu Aymen Wefek. D'ailleurs, ça fait que quand Zuriko Davitashvili en fin de match était pas très bien et qu'il a dû sortir, on a fini à 10. Est-ce que, Adrien, toi, tu comprends quand même le fait qu'à chaque fois, et c'est récurrent, que Eric Horneland attend super longtemps pour faire ses changements et en plus, il les fait pas tous, quoi. Ouais, parce qu'en plus, il avait le petit Paul Aymar qui était là. Il a très bien pu faire entrer Paul Aymar aussi à un moment ou à un autre. Il lui donnait du temps de jeu. Ces changements, moi, ouais, il met du temps à faire des changements. Quand on voit qu'on n'arrive pas à marquer, qu'on se crée pas d'occasion, parce que je crois qu'on a peut-être dû faire 3 ou 4 frappes dans le match. C'est quand même limite pour un effectif comme on a. Et d'attendre autant de temps, c'est à se poser des questions sûrement. Ouais. Ouais, bah, moi, c'est quelque chose en tout cas que j'arrive pas à comprendre. Est-ce que toi, tu aurais une explication potentielle, même si tu la défends pas, qui pourrait faire qu'Horneland ne fasse pas autant de changements qu'on pourrait l'imaginer? Bah, avoir une explication, non, c'est compliqué parce qu'on sait pas ce qu'il a dans sa tête. Alors déjà, il a un style de jeu qui est exactement le même depuis le début de saison. On n'évolue pas, mais c'est pas de changer de formule de jeu. Et à un moment, les équipes, eh ben, savent comment on joue, et
ça devient très compliqué. On le voit très bien sur les matchs. On se fait déborder sur les côtés défensivement. Pour moi, le Diop fait un bon match. Dans l'ensemble, fait un bon match défensivement. Ensuite, ouais, voilà, ce qui nous manque, c'est du réalisme devant la cage. À un moment, on voit Cardona qui rentre dans les 18 mètres. Il est à 6 mètres de la cage. Il va revenir en retraite sur un crochet. À 6 mètres de la cage, il doit frapper. Et on l'a pas fait ce week-end encore. Ouais, et pourtant, on est la meilleure attaque du championnat, mais c'est vrai que c'est quelque chose ce week-end qu'on a vu régulièrement. Cardona qui essayait de rentrer et qui ne frappait jamais. Ça a été récurrent un peu avec tous les joueurs sur le plan offensif. Toi, Karl, est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi en fait on essaye souvent, on va dire, de rentrer avec le ballon dans la surface de réparation et quand on tente pas notre chance, on sait qu'on a beaucoup de joueurs qui ont quand même des belles frappes de balles. Et là, ce week-end, on a vu quasiment que ça, quoi. On a frappé, oui, 3-4 fois, comme l'a dit Adrien. Ouais, non, j'arrive pas à l'expliquer. Enfin, alors évidemment qu'il y a des joueurs assez individualistes qui eux n'hésitent pas à frapper. Mais d'ailleurs, c'est David Ajvili et c'est lui qui a quand même qui frappe un montant et qui a une belle frappe aussi. Il y a Miladinovic qui a aussi une belle action en fin de match. Mais moi, enfin, ce qui m'inquiète le plus, c'est que en fait, il y a pas de jeu. Pas assez, je trouve, de jeux combinés, pas assez enfin, on a l'impression que les joueurs se découvrent en fait. On a l'impression que chacun joue son plan de jeu. Alors évidemment, devant il y avait El Jamali là qui a jamais joué à ce poste-là, enfin un petit peu contre-côté moins, mais bon, ce match-là je le prends pas en compte. Et en fait, bon, effectivement, l'avant-centre n'était pas un avant-centre de métier et qui avait l'habitude de jouer avec David Ajvili et Cardona. Mais en fait, tu te rends compte que tu es très dépendant de deux joueurs, Stassin et Dufus, en tout cas de ce duo-là, que ce soit l'un ou l'autre. Et en fait, tu te rends compte, et évidemment, je parle pas de Boaké, qui lui manque cruellement dans la projection offensive, effectivement. Mais ouais, moi, juste pour rebondir sur ce que disait Adrien, moi, j'ai pas de reproche tant à faire que ça sur les changements tardifs de Horneland, compte tenu du fait de la figure de son effectif, c'est-à-dire qu'en fait, il a fait un effectif avec les blessés et tout, assez défensif. À partir du moment où il fait rentrer Benod à la 35e à la place d'Anan, il lui reste plus tant d'éléments offensifs que ça, mis à part Dufus qui, comme je l'ai dit, était encore limité par le staff médical pour jouer, et Mouefek qui avait les adducteurs encore souffrants. Donc moi, c'est pas tant de reproches sur ça, sur les remplaçants. Je vois pas ce qu'il aurait pu faire de mieux. Parce que tu vois, par exemple, Adrien, tu parles de Paul Aymar. Moi, je me demande pourquoi le faire rentrer. Qu'est-ce que tu penses qu'il aurait pu apporter? Et en plus, il me semble que j'avais lu qu'en conférence de presse, Orneland avait dit que Paul Aymar avait une incertitude le concernant avant le match, quoi. Bah, si c'est un jeune, c'est un jeune qui est vachement demandé par beaucoup de clubs. Et à un moment ou à un autre, si tu veux le mettre en évidence, si tu veux t'en séparer, vu que passé un moment c'était un petit peu ça, enfin, lui voulait partir, enfin, plus sa famille qui part du club. Lui, si tu veux lui donner du temps de jeu et lui donner de la visibilité, de la motivation pour jouer avec ses équipes, à un moment ou à un autre, faut que tu les fasses jouer tes jeunes. Alors, on se plaignait il y a quelques années de ça où on mettait pas de jeunes. Là, on a beaucoup de jeunes qui signent des contrats pro et on les fait pas jouer. À part le petit El Jamali qui est depuis le début de saison dans le groupe avec N'Guessan et qui est souvent aussi blessé comme beaucoup dans l'équipe. Si tu fais pas jouer tes jeunes et tu leur donnes pas un petit peu de temps de jeu, qu'ils puissent montrer un petit peu ce qu'ils ont sous la semelle, ça risque d'être compliqué. Moi, je pense qu'il a pu faire peut-être une entrée dans ces changements. Au lieu de faire 1-1-1, il a peut-être pu à un moment faire peut-être 2 en même temps. Ouais, ça, c'est quelque chose Oui, qu'assez... Vas-y, Karl, vas-y. Ouais, alors ça, sur ça, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est effectivement, tu utilises une session de changement pour faire un changement. Ça, je suis plutôt d'accord avec toi qu'en fait, tu te grilles des sessions, t'en as 3, t'en as pas pléthore. Il y a aussi la question à la mi-temps, parce qu'effectivement, tu peux faire des changements à la mi-temps et eux, ils comptent pas comme une session de changement. Et quand tu vois que la première mi-temps, elle est aussi amorphe, peu emballante, pauvre en occasion, etc. Je sais pas s'il y a un moment, tu peux pas te dire, j'ai mis l'hypothèse, mais pourquoi tu bascules pas hold plus haut et tu bascules Bernauer à gauche et tu fais rentrer Pedro en centrale à côté de Nadé, parce que Pedro il avait apporté satisfaction contre 3. Tu vois, moi c'est ce changement-là qui me pose question, c'est pourquoi faire rentrer Benold en latéral gauche alors qu'il a rien de défensif, c'est vraiment un pur Passif, oui, tout à fait. c'est un pur offensif, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, même de toute façon, on regarde sa hitmap du match, en fait, il est hyper haut sur le terrain parce que en fait, il a pas du tout les réflexes d'un défenseur, quoi. Et c'est ça qui me pose question, c'est à quel moment, pour moi, ça traduit une forme de méfiance ou en tout cas du peu de confiance qu'il accorde aux jeunes. Alors évidemment, tu me dis, il y a le pendant El Jamali
qui est positionné en avant-centre, mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mais le fait de pas titulariser, de faire rentrer Pedro quand Anan sort et de basculer Bernauer à gauche alors qu'il y a déjà joué au début de saison, moi ça me pose question et ça traduit effectivement ce que je dis, mais un manque de confiance en la jeunesse, quoi. Oui, c'est clair. Ouais, c'est intéressant votre débat. Et justement, Colin, qu'en pense le chat de cette rencontre, de ce qui s'est passé? Quels sont les avis de nos auditeurs? Bah écoute, une défaite qui soulève beaucoup d'inquiétudes, notamment pour El Cato. Et puis un match où Hamza s'est endormi face à des Verts qui jouaient à 2 à l'heure. Hamza qui trouve également que l'équipe a besoin davantage de guerriers. Auvergnat à Estrel qui souligne les blessés qui n'ont clairement pas aidé l'AS Saint-Étienne face à Dunkerque. Et justement le choix Ben Holt en défense qui a été surprenant pour Pascal. Un joueur très intéressant offensivement, décrit l'école Jean de La Fontaine. Il donne de la verticalité au jeu et il joue à une touche de balle. Mais une défaite qui est plutôt imputable à Horneland pour d'autres. Notre ami Just Randall qui trouve le Viking est chafouin ces derniers temps, que certains comme TFL 42 trouvent incompétent. Le pire de ces 10 dernières années avec Duprat selon TFL 42, Olek 6457 qui commente ironiquement que Pep Horneland pardon, a encore envoyé du rêve, que Pascal a tellement de choses à lui reprocher. Et puis ce sont aussi des résultats qui remettent en question le projet de Kilmer Sport Venture. Céline qui dit on ne va pas se mentir, c'est chaud, 5 défaites en 16 matchs. Ça fait presque une défaite toutes les 3 rencontres. À ce rythme-là, la montée directe, foutue illusion. Et puis Pascal qui dit, qui relativise un petit peu qu'en étant plus régulier, ça peut quand même passer. Ouais, il va absolument falloir être régulier parce que les équipes qui montent en Ligue 1, globalement, elles ne perdent pas plus de 7-8 fois, je crois, dans une saison. Donc, on n'a plus trop le droit à l'erreur. C'est vrai qu'on peut comprendre que tout le monde s'agace un petit peu parce que maintenant, ça fait 1 an et demi quasiment que le projet est lancé. 1 an qu'Horneland est là et pour l'instant, on ne semble pas vraiment voir d'amélioration. Vous parliez de jeunes tout à l'heure, vous avez notamment parlé d'El Jamali. Il a eu l'opportunité donc de jouer en tant que numéro 9 avec les absences notamment de Stassin et de Dufus qui n'a pas pu débuter. Je voudrais qu'on revienne un petit peu plus en détail sur sa prestation. Quel est ton avis global, Adrien, toi, sur le match de Nadir El Jamali? Il fait pas un mauvais match, Marie qui joue pas à son poste de prédilection. Il a réussi à conserver des ballons, à donner des bons petits ballons. Mais c'est clair que sur un rôle comme ça, c'est pas un Dufus et c'est pas un Stassin. Après, tu sais, je me dis pourquoi pas avoir essayé aussi, vu qu'on mettait David Ajvili sur le côté, pourquoi pas essayer Benol dans l'axe. Vu qu'il joue souvent une touche de balle, il a une bonne vision du jeu, il anticipe bien les coups. Ça a peut-être pu être une solution pour ce match. Après, pour revenir sur la prestation d'El Jamali, non, moi je n'enlève pas ses qualités. C'est un bon joueur, il a donné ce qu'il a pu donner, et puis il l'a bien fait. Il n'a pas eu d'occasion de frapper au but, c'est un petit peu ce qui nous a manqué ce week-end. Ouais, c'est vrai, c'est pas trop son profil non plus et c'est pas son poste. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup de bricolage. Tu parlais de Ben Holt, vous en avez parlé, qui est utilisé latéral gauche et qui est lié normalement. C'est dommage de devoir faire du bricolage comme ça avec tous les joueurs quand on vante l'effectif stéphanois qui est censé être important. Oui, et puis surtout que t'as des joueurs qui sont défenseurs sur ta feuille de match et tu les fais pas rentrer. On reviendra à Pedro, tu peux très bien décaler Benauer et il était très bon à chaque fois qu'il était sur le côté. En même temps, Benauer, je pense que tu peux le faire jouer sur la ligne de défense. Il était bon à chaque fois qu'il a joué, ou que ce soit à droite, à gauche ou dans l'axe. Il était bon. Et sur ce match-là, tu peux pas te priver d'un Benol sur un jeu offensif. Tu fais rentrer Pedro et puis voilà, le problème est vite réglé. Hein. Et toi, Karl, qu'est-ce que tu en as pensé de la prestation de El Jamali samedi? Moi, j'ai bien aimé. Moi, franchement, je l'ai bien aimé, en tout cas dans les intentions. Il a été bon, je trouve, dos au jeu. Il a pas mal distribué le ballon. Il a bien servi de pivot. Et ouais, dans ce rôle de faux neuf, il a eu des beaux instants de déviation dans des petits espaces, etc. Moi, bon, évidemment, il y a quand même deux occasions où il a des belles passes à faire, notamment une à Cardona. Et évidemment, il fait pas ses bons choix, mais en fait, ça traduit juste le fait que c'est pas son poste, qu'il y a rarement joué et que, en plus, il faut vraiment pas oublier qu'il a 18 ans, quoi. Et ça, je pense que c'est hyper important à dire. Donc, moi, je trouve que c'était plutôt un match correct. Alors, évidemment, Adrien le dit, il n'a pas frappé une fois au but. Et ça, c'est peut-être un peu problématique quand même. Mais bon, j'ai pas envie de lui jeter la pierre. Je pense que David Ajvili et Cardona ont eu beaucoup de déchets. Oui. Parce que quand tu regardes le nombre de fois qu'ils sont allés dans la surface, tu te dis qu'il y a quand même un petit problème. Et j'ai plus envie de leur jeter la pierre à eux plutôt qu'à Nadir El Jamali qui a dépanné comme il pouvait et il l'a plutôt bien fait, je trouve.
Ah mais non, c'est clair qu'il l'a très bien fait. Après, tu ne peux pas enlever à un Davidashvili de jouer vraiment trop individualiste. Alors oui, certes, il frappe sur la barre. Et s'il lève sa tête, il a Cardona qui est tout seul dans l'axe à côté de lui. Mais après, le foot, c'est un sport collectif. Si on veut jouer seul pour faire sauter l'équipe de l'autre, c'est pas le but. Le but, c'est de jouer en équipe. Quand on a joué en équipe, on l'a fait contre Dez en début de saison. On a vu le résultat. Et on le ressent dès qu'on a un Dufus qui est sur le terrain. Dufus ne joue pas que pour lui. Il distribue, il fait marquer, il marque. Donc c'est hyper important pour l'équipe de ne pas jouer que pour soi. Pour revenir sur Nadir El Jamali, donc vous avez parlé de sa prestation en tant qu'attaquant, c'est pas son poste encore une fois, mais est-ce que vous le reverriez à ce poste-là si jamais on devait remettre un autre attaquant, ou alors est-ce que vous le reverriez plus en tant que milieu de terrain qui est son vrai poste? Adrien, toi, ça te dérangerait de le revoir en tant qu'avant-centre? Pour, en cours de match, pour dépanner, parce que si t'as fait rentrer tous les attaquants, non. Bah, son vrai poste, c'est milieu de terrain et tu peux pas demander à un jeune joueur de 18 ans qui fait sa première saison en pro de jouer continuellement à ce poste-là parce qu'on poste c'est milieu de terrain. Non, bon, je verrais plus un vrai attaquant, un Benold ou un Paul Aymar qui est plus, qui pour moi pourrait plus jouer devant qu'El Jamali. Ouais, et tu parlais de Benold déjà tout à l'heure, j'ai pas rebondi dessus, mais toi, Karl, de ton côté, un joueur comme Benold, on l'a travaillé un petit peu partout ces derniers temps, tu le verrais en pointe de l'attaque, ou c'est pas un poste pour toi qui lui correspondrait? Non, moi je pense qu'il est plus il sera toujours plus efficace dans un côté avec sa vitesse et son petit gabarit. Je pense qu'il serait plus à même d'être sur un côté là où il est. Je pense juste qu'on l'a pas assez vu. On l'a vu peut-être 2 matchs ou 3 matchs en début de saison, là où il a pu gratter un petit peu de jeu et d'ailleurs il avait marqué un but, il me semble. Mais je pense que Benol, typiquement le match d'hier et le match de samedi, pardon, et le match qui arrive contre Bastia, on en reparlera tout à l'heure, c'est typiquement les matchs là où il peut jouer compte tenu de gratter du temps de jeu, mais à son poste, quoi. Parce que le peu de temps de jeu qu'il a, c'est contre Écoutez-moi, oui, c'était Écoutez-moi, où il a Oui, c'est joué. ça. En Coupe de France, bon, il met un quadruplé, évidemment, mais bon, l'adversaire, je suis pas sûr que ça soit là où on peut le jauger. Et là, en fait, l'occasion où une des rares occasions où tu peux le faire jouer parce que tu as une multitude d'absents offensifs, tu décides de le mettre arrière gauche. Enfin, non, non. Donc moi, j'aimerais bien le revoir un match, une titularisation à son poste en ailier. Concernant El Jamali, j'ai bon espoir. Moi, j'espère en tout cas que Dufus sera de retour pour assurer la place de titulaire en attendant que Stassin soit remis. Oui, effectivement, si Dufus peut pas tenir 90 minutes, pourquoi pas refaire rentrer El Jamali dans ce rôle-là, mais histoire de dépanner, comme le dit Adrien, quoi. Ouais, avant de passer au poste de milieu de terrain pour qu'on avance sur ce débrief, je vais relancer Colin pour justement avoir l'avis du chat sur la prestation de El Jamali, parce que c'est toujours intéressant d'avoir le ressenti de nos auditeurs par rapport à un jeune du centre de formation stéphanois. Bah écoute, ça tourne beaucoup plus sur Orneland que sur El Jamali, mais Laurent qui trouve que le Stéphanois a fait le job, que techniquement c'est intéressant pour l'école Jean de La Fontaine, que c'est évidemment un joueur en devenir. Et puis de toute manière, pour Philippe, ces joueurs ont signé pour 4 ans, ils sont pas capables de battre Dunkerque, pardon, donc il ne les voit que rester. Céline, de son côté, qui est un petit peu plus défaitiste, hein, je cite, combinaison de l'inefficacité mentale et tactique, cette rencontre. Le coach peut mettre tous les schémas possibles, les meilleurs systèmes, faire entrer Mouefek ou Ben Hall dans latéral gauche. Ça change rien si les joueurs marchent sur le terrain comme des fantômes. El Jamali, justement, pauvre gars, qui erre seul pendant que les autres se baladent, comme s'il était en vacances. Ça fait mal. Donc voilà, beaucoup plus de commentaires autour d'Eric Orneland, mais quelques satisfactions autour de Nadir El Jamali. D'accord, merci beaucoup Colin. Je vous propose de passer maintenant au milieu de terrain. Ensuite, on reparlera un peu plus de la défense avec notamment ce choix de latéral gauche. Mais tout d'abord, au milieu de terrain, il y a 2 joueurs qui jouent énormément. Ce sont Mahmoud Jaber et Florian Tardieu. Est-ce que ce sont 2 joueurs qui sont aujourd'hui indispensables pour vous dans l'effectif stéphanois, ou justement faut-il faire quelques changements pour être un peu plus imprévisible? Tu en parlais tout à l'heure, Adrien, qu'on était trop prévisible. Est-ce que ce serait pas la solution de changer aussi ce milieu de terrain, Adrien? Alors le changer, j'enlèverai pas tout le monde parce que Milanovic a été moi j'ai trouvé bon samedi au niveau de la récupération, Jaber aussi, peut-être faire souffler un petit peu Tardieu parce que alors sans vouloir être méchant avec lui, hein, mais
il est plutôt jeune. À un moment ou à un autre, je crois qu'il a fait tous les matchs titulaires et je crois qu'il est sorti très très rarement. À un moment ou à un autre, peut-être le faire souffler et pourquoi pas justement faire redescendre El Jamali peut-être devant Jaber et Milanovic. Ça pourrait peut-être donner un peu de souffle au milieu de terrain. Ouais, c'est peut-être une solution, peut-être donc de remettre El Jamali au milieu de terrain notamment. Toi, tu en penses quoi, Karl? Est-ce que tu serais plus pour une solution de faire redescendre El Jamali? Est-ce que tu veux continuer coûte que coûte avec Florian Tardieu et Mahmoud Jaber? Qu'est-ce que tu choisirais? Moi, j'ai l'impression quand même que Tardieu tire la langue. Tardieu est fatigué, Tardieu est épuisé, ça se voit. De toute façon, il a beaucoup moins de. Mais je peux même rajouter, je pense, Jabber qui commence un peu à tirer la langue. Hier, enfin, samedi, ils ont tous les deux fait un peu une accumulation de mauvais choix. Je veux dire, ils se sont fait un peu bouffer au milieu, ils n'ont pas été pesants offensivement. Il n'y a eu aucune projection, pardon. Il y a eu que Miladinovic qui a apporté un peu ça. Et puis, évidemment, enfin, le carton jaune de Jabber traduit un peu ça, quoi. Je me dis que bon, c'est un peu mauvais signe, mais moi, il y a un joueur que tu n'as pas cité, Adrien, et que j'ai vraiment envie de revoir parce que typiquement, s'il avait été en forme, je pense que dans un match comme celui contre Dunkerque, il aurait pu faire pas mal de différence. C'est Moefek, quoi. Ah oui, C'est bien qu'en sûr. fait, tu regardes que les meilleurs matchs qu'on a fait cette saison, globalement, en majorité, c'est avec Moefek au milieu de terrain. Et j'ai l'impression qu'en fait, il transforme totalement le visage de cette équipe et évidemment qu'il se projette beaucoup plus que un Tardieu, un Jabber, puisque c'est son profil, et il apporterait beaucoup plus offensivement. Donc moi, j'aimerais beaucoup revoir Moefek en espérant que ses adducteurs le laissent tranquille, quoi. Mais c'est Moefek qui manque cruellement. Après, c'est vrai que Miladinovic, je l'ai trouvé assez intéressant aussi. Ouais, je l'ai trouvé assez intéressant. Mais Tardieu et Jabber, j'ai l'impression qu'ils tirent la langue, qui sont fatigués, parce qu'en fait, tu regardes le nombre de minutes de jeu qu'ils ont depuis le début de saison, c'est parmi les plus gros temps de jeu avec Nadé et Larsonneur, quoi. Mais, Ah oui. mais ouais. Mais c'est vrai que tu as raison sur Mouefek. Hein. Du moment où on a eu Mouefek sur le terrain, à chaque match, on a gagné. Et ça se projette de l'avant, ça récupère la balle. Ça va pas chercher des passes à retrait, ça va chercher toujours de l'avant, de l'avant, de l'avant. C'est sûr il manque énormément au groupe. Hein. Alors, il a toujours ces petits pépins, ça fait des années que ça dure. Emen est souvent blessé. Du moment où il sera en forme, vraiment, ça va dynamiser un petit peu notre milieu de terrain avec un Milanovic et puis, ou un Jaber ou un Tardieu. Mais à un moment donné, il va falloir les faire souffler tous les deux parce qu'ils vont se cramer. Ah là, je Mais note. là, c'est aussi une limite du recrutement de l'été dernier. C'est-à-dire que tu te dis sciemment, parce qu'il faut pas oublier que Miladinovic n'était pas non plus nécessairement dans les plans à l'époque. On n'imaginait pas qu'il allait prendre la place qu'il prend aujourd'hui, même s'il s'est fait suspendre 4 matchs. À l'époque, ça veut dire que tu te pars avec un Tardieu, un Moefek et un Jabber, et tu pars avec 3 jeunes, donc Gadek Bekou, El Jamali, Miladinovic, et puis il y a Aymar qui avait à l'époque ses problèmes de signature de contrat. On n'y pense pas assez à ça, mais le recrutement au milieu de terrain, c'était cataclysmique. Alors évidemment qu'il y avait le cas Ekwa, mais on le sentait Ouais. venir qu'Ekwa, ça allait être catastrophique. Et en fait, tu te rends compte que ne pas remplacer Ekwa, ou en tout cas trouver une solution au service de l'équipe, ça nous dessert évidemment aujourd'hui, quoi. Et effectivement, je pense que dans 3 semaines, quand le mercato va ouvrir, ce sera la priorité numéro 1, c'est de se renforcer au milieu de terrain, parce que Tardieu et Jabber, ils assumeront pas toute la saison comme ça. Je pense que c'est la priorité du recrutement, oui, à l'intersaison, ce sera numéro 6. Hein. Oui, c'est justement Ça, c'est primordial. C'est justement ce que je voulais vous dire, parce que oui, Florent Tardieu, j'ai regardé là depuis le début de la saison, il n'y a que contre Annecy qu'il est sorti en cours de match à la 79e minute de jeu en plus, sinon il n'a fait qu'enchaîner les rencontres en Ligue 2 en tout cas. Et je voulais vous demander justement, oui, est-ce que en fait ce ne serait pas justement quasiment la seule priorité de ce mercato déjà d'aller chercher un numéro 6, et ça permettrait avant tout à Jaber et Tardieu de les faire souffler notamment. Sinon, ce serait quasiment impossible en fait de faire souffler ces deux joueurs. Quand on regarde l'effectif actuel stéphanois, et comme tu le rappelais, Karl, c'est vrai, avec tous ces jeunes qui accumulent du temps de jeu et qui ne devaient pas forcément en avoir, avec notamment Miladinovic, est-ce que la priorité absolue n'est pas d'aller chercher un numéro 6 et tout de suite en fait, Karl? Ah bah ça, c'est classe. Ou Adrien, comme vous voulez. Oh, vas-y, Karl. Alors oui, moi je pense pas. Franchement, honnêtement, si on veut faire souffler ces deux joueurs, que ce soit Jaber et Tardieu, il faut aller chercher un numéro 6. En plus, un numéro 6 d'expérience, parce il va falloir aussi regarder, si les ambitions sont vraiment de monter en Ligue 1, il va falloir regarder l'avenir et prendre un joueur qui, qui a le niveau de Ligue 1 et qui puisse faire progresser tous ces jeunes qui seront autour de lui, les Paul Aymar, les Jamali.
Ils ont besoin d'un joueur comme ça. C'est sûr que si on ne fait pas ce recrutement à l'intersaison, ça va être très compliqué de tenir la saison avec Jaber et Tardieu. Hein. Ouais, 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 je pense. Bah, moi, en tout cas, c'est mon avis également. Et du coup, pour revenir à toi, Karl, tu en penses quoi? C'est vraiment la priorité absolue dès le début du mercato? Oui, c'est ce que je disais, effectivement. Je pense que le numéro 6, c'est la priorité absolue. Mais après, est-ce qu'il y aura. Parce que bon, les mercato d'hiver, on commence à les connaître. Hein, on commence à connaître les performances dingues de notre club quand il s'agit de recruter à des postes clés au mercato d'hiver. Donc bon, est-ce qu'il faut trop en attendre? Je sais pas. Mais effectivement, je pense que c'est la priorité absolue et pas attendre la fin du mercato où tout va s'emballer et au final, on va récupérer. Des joueurs qui feront que nous décevoir. Donc oui, moi je pense que c'est la priorité absolue parce que si on veut monter en Ligue 1, ça passe forcément par un milieu souverain et le milieu actuellement à Saint-Etienne il tangue quoi. Alors évidemment c'est pas le seul poste qui tangue, c'est pas le seul secteur qui tangue pardon, mais se reposer sur uniquement trois milieux plus ou moins confirmés, je trouve ça totalement lunaire, ouais. Et il y a justement donc un autre poste qui tangue, comme tu le disais, il n'y a pas que celui-là. Il y a le poste d'arrière gauche avec la blessure d'Anan. Hein. Orneland n'a pas été très rassurant en conférence de presse le concernant. On ne sait pas quand Anan va revenir. Ça ne sera sans doute pas contre Bastia. Vous avez parlé tout à l'heure de potentiellement mettre Bernauer à gauche. C'est la solution Benold qui a été utilisée. Est-ce que pour vous, la solution Benold peut être une solution pérenne? Est-ce qu'il faut mieux mettre Maxime Bernauer et donc recomposer cette défense? Ou est-ce qu'il faut aller chercher une autre solution, notamment Makloufi qui a joué avec la réserve le week-end dernier contre Moulins, ou peut-être un autre joueur? Quel doit être pour vous le choix d'Eric Orneland, Adrien? Bon, pour moi, c'est tout trouvé. Hein. Bernauer à droite, à gauche, à Pazanan, pardon. Pedro dans l'axe avec Nadé. Là, on l'a vu contre 3, la défense, elle a tenu. Hein. C'était cohérent. Et Pedro a fait une très très belle prestation. Et depuis, il joue plus. Un joueur, à un moment ou à un autre, quand tu as un joueur qui fait une très belle prestation, même si c'est son premier match, tu veux l'insérer dans l'équipe sur de la continuité, bah, tu le remets derrière. Après, y a pas que, pour moi, il n'y a pas que le problème à gauche, il y a le problème à droite aussi. Hein, parce que Ferreira, c'est quand même très très compliqué. Alors certes, il est blessé pour le moment. Apia a bien fait son job ce week-end. Mais je pense qu'il faut aussi recruter un latéral droit. Hein. Il n'y aurait pas qu'un latéral gauche, il faudra un latéral droit aussi. Ouais, on se rend compte qu'il y a des lacunes un petit peu partout dans notre effectif, malheureusement. Mais déjà, si on s'intéresse à ce poste de latéral gauche, Karl, tu utiliserais la même solution qu'Adrien de ton côté? Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec Adrien. Je reverrais bien basculer Bernard à gauche. Et en fait, parce que moi j'ai bon espoir. Bon, après, est-ce que je suis un peu naïf? Mais j'ai bon espoir que ça soit que temporaire pour les 2 prochains matchs avant qu'il y ait l'ouverture du mercato. Ou alors peut-être les trois prochains matchs, pardon, avec les premiers matchs à la reprise en janvier. Mais moi j'ai bon espoir qu'on puisse recruter quelqu'un à gauche, surtout si la blessure d'Anan est plus importante. Donc oui, pour moi, temporairement, ça serait de mettre. Bernard à gauche et contre une équipe comme Bastia, pourquoi pas mettre justement Nadé et Pedro et puis après contre Nice dans un match de Coupe de France. Donc oui, pour moi c'est l'occasion rêvée et je me dis que pourquoi pas ce serait pas le moment. Est-ce que ce serait pas le moment plutôt de faire revenir alors oui, je suis pas le plus grand fan, hein, loin de là, mais de faire revenir Ivan Masson dans le groupe encore. Juste pour dépanner, parce que je suis pas sûr qu'ils soient encore concernés par le projet et je suis pas sûr qu'on le considère comme aussi, mais pourquoi pas faire revenir Masson à gauche, parce que Masson il peut dépanner aussi à gauche quoi, en deuxième couteau. Ouais, c'est vrai, c'est un Voilà. joueur qu'on oublie un petit peu, Ivan Masson. Adrien, toi, Ivan Masson, tu le verrais revenir dans la partie? Personnellement, non. Personnellement, non, parce que là, on l'a vu, la prestation contre Le Mans, c'est chaotique. Enfin, il était à droite, c'était pas mieux que Ferreira sur ce coup-là. Mais le petit jeune que tu as dit qui a joué contre Moulins, bah, contre Bastia, pourquoi pas l'essayer? Ouais. Ouais, mais On tu fait jouer penses pas. Ouais, On vas-y, fait vas-y, jouer des Adrien. jeunes, on fait jouer des jeunes, bah, autant les lancer sur des matchs comme ça, parce que Bastia, ils sont en grande difficulté, en plus, c'est ce qui s'est passé ce week-end chez eux. Je pense que ça te met un bon coup sur la tête, parce qu'apparemment, ils faisaient un très bon début de match, en plus, contre le Red Star. Ils vont venir à Saint-Etienne en sachant ils vont rencontrer la meilleure attaque du championnat, mais bon, toujours se méfier, parce que toutes les équipes qu'on a reçues, qu'on disait on va leur en mettre une, on va leur en mettre une, ça s'est produit l'inverse, c'est nous qu'on en avons pris une à chaque fois. Mais ouais, Masson, j'aurais beaucoup plus de mal. Ouais, moi, je voyais ça surtout en solution vraiment temporaire. Parce que Makloufi, oui, pourquoi pas, ça peut être une solution. Et comme tu dis, contre un adversaire comme Bastia qui a marqué 6 buts depuis le début de saison en 16 matchs, tu te dis que c'est peut-être le bon moment, pourquoi pas le faire un peu gagner enfin lui faire un peu découvrir
la Ligue 2. Mais c'est à double tranchant aussi, parce qu'avec une défense aussi peu souveraine, avec aussi peu de repères et qui peut se faire prendre à tout moment dans son dos, et je me dis, est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné, quoi? Ouais, c'est possible aussi, mais je, je veux dire, il vaut mieux le lancer un moment sur un match comme ça que de le lancer par exemple à 3. Et pourtant, on Oui. a lancé Pedro à 3, mais Pedro, c'est quand même pas le même style de jeu. Il est en défense centrale avec Nadé. On a vu que c'est quand même costaud, c'est imposant. Je pense que c'est un style de jeu qui pourrait lui convenir à McAfee. Ouais, Donc, pourquoi pas. moi, je pense que ça serait bien de le lancer. Après, va falloir aussi que si on lance un jeune, le piston que ce soit sur le côté avec lui, que ce soit Cardona ou Benoît, si c'est Benoît, David Ageli, va falloir qu'il fasse du travail défensif aussi pour l'aider, pour le séréniser sur le terrain. Merci les gars pour votre débat. Je vais le conclure parce qu'il faut qu'on avance dans le reste de l'émission et passer au poste de numéro 9. On aura peut-être l'occasion d'y revenir quand on va aborder le match contre Bastia. Juste avant, Colin, je voudrais avoir un peu l'avis du chat également. Qu'est-ce qu'ils pensent potentiellement du mercato qui arrive ou des choix qui vont être faits en tout cas au poste de numéro 6 et surtout au poste d'arrière gauche, notamment lors du match contre Bastia. Eh ben écoute, les problèmes sont multiples à la SS, selon le chat. Le recrutement n'est pas bon, lancer le Cato, le milieu et la défense euh, sont trop faibles. Que dire de latéraux, c'est cata pour le citer. De gros problèmes côté latéraux, affirme Blaise, que Diebourg a identifié comme une priorité absolue. Et puis un 6 également, avec des milieux qui semblent s'essouffler, observe Auvergne à Estrel. Diebourg qui affirme qu'il nous manque un grand numéro 6, que c'est la top priorité selon Olex. Céline qui, elle, espère un vrai 6 capable de tout contrôler, qui serait le pivot central pour que l'équipe ait enfin un jeu cohérent et une stabilité. Et puis Jabber, qui n'est pas terrible, affirme Auvergne à Estrel, encore une fois, qui joue à 50% de ses moyens, selon Laurent, que Miladinovic aussi, selon Blaise, qui était le meilleur au milieu face à Dunkerque, que Tardieu ralentit trop le jeu. Selon El Cato, Tardieu est cuit. Et puis Actu JV, lui, tempère un peu plus, que le joueur reste indispensable, qu'il a du caractère, de la qualité technique, que la SS en a besoin. Et puis Olex qui propose de lancer Paul Aymar en attaque, évidemment c'est le sujet aussi. Blaise qui propose de lancer Cardona dans l'axe avec une association avec Boakier aussi pour El Cato. Et puis de toute manière, on ne voit pas autrement que Dufus titulaire, plaide Pascal. Et bien justement, ça va être l'occasion de parler de tout ça parce qu'on va passer au poste de numéro 9. Le dossier, donc jouer avec un 9, c'est mieux. Privé de 3 des 4 premiers dans la hiérarchie des buteurs, Defus, Boakier, Stassin, Defus donc qui rentre en fin de match. Est-ce que c'était pas trop pour espérer finalement marquer? Est-ce qu'on n'a pas minimisé l'importance des absences de Lucas Stassin et de Joshua Defus? Quel est ton avis là-dessus, toi, Adrien? Bah, c'est clair que quand tu pars jouer un match et que tu mets un petit jeune comme Edjamali, alors je vais pas revenir là-dessus, moi j'ai rien contre lui, au contraire, il a fait la prestation qu'il devait faire, mais tu peux pas te permettre de partir sur un match contre Dunkerque qui est hyper important, en sachant que t'as trois qui a laissé des points et qui peut te permettre de gagner contre Dunkerque et de reprendre la première place, tu reprenais la première place, tu peux pas t'empêcher de partir sans un numéro 9. Un numéro 9, c'est hyper important. Un numéro 9, c'est ta tour centrale dans l'axe. C'est celui qui va jouer en déviation. C'est celui qui va te marquer le but de raccro, qui va te taper sur le genou parce qu'il sera là au bon moment, au bon endroit. On n'avait pas samedi. Un moment, je sais pas si vous avez vu en fin de match du flux centre, on n'a personne dans l'axe. On n'a aucun avant-centre, il n'y a plus personne. Sur les phases offensives, dans l'axe, il y avait 2 joueurs. Ouais, mais Pas... il manquait David Ajvili à ce moment-là qui était sorti, non? Oui, il me semble qu'il était sorti. D'ailleurs, le seul avant-centre qu'on avait, c'était Nadé. Parce Oui, que Nadé, c'est vrai. On en c'est avait lui un. qui était à la surface. On avait un avant-centre, c'était Nadé. Et Nadé, on peut dire ce qu'on veut sur Nadé, mais depuis le début de saison, c'est le plus régulier. C'est celui qui relance l'équipe quand on est mal. On l'a vu contre Reims quand on était mal. C'est lui qui va prendre le ballon, qui va monter et qui va aller faire marquer le but. Ça, c'est pas logique que ce soit notre stopper qui fasse ça. Donc oui, pour moi, il manquait vraiment un numéro 9, un vrai numéro 9. Et il va falloir vraiment se cantonner à ça, à ce que Stassin revienne de blessure, à ce que Dufus soit à 100% pour qu'on puisse marquer des buts. Sinon, ça va être très, très, très compliqué.
Ouais, et puis, donc on parle de Stassin et Dufus, mais on peut revenir même au tout début de saison. Lucas Stassin, on ne savait pas réellement s'il allait rester à Saint-Etienne avec toutes les offres qui y allaient, même si on voyait que Saint-Etienne voulait le conserver. Ok, Joshua Dufus, on ne connaissait pas véritablement encore son niveau. Donc comme tu disais, Karl, pour les milieux de terrain notamment, on n'en avait pas tellement finalement au départ. C'était un peu pareil pour les avancantes, comme on ne connaissait pas ce qui allait se passer. Est-ce que toi, c'était quelque chose déjà en début de saison qui te faisait peur, ce poste d'avant-centre, en te disant finalement, on n'aura peut-être pas d'avant-centre cette saison? Non, parce que je veux dire, en fait, ça s'est un peu enchaîné de façon assez fluide entre le fait que Stassin, on comprenne rapidement qu'en fait, il partira pas parce que c'est un symbole pour les dirigeants, c'est un totem, et qu'en fait, pour leur crédibilité, ils le feront pas partir. Entre-temps, il y a Dufus qui ensuite s'est affirmé, mais je pense qu'il a commencé à gratter du temps de jeu dès, je sais pas, à la fin du mercato, la 4e journée, je crois qu'il joue un petit peu, et après il revient. Et donc moi, non, c'est pas tant un truc qui m'a inquiété. Après, en plus, on a compris que Boaké pouvait temporairement dépanner, alors même si c'est évidemment pas le même rendement, le même poste, le même profil et son poste favori, mais par exemple on l'a vu contre Nancy. Alors évidemment que je ne vais pas prendre Nancy comme match totem parce que c'était cataclysmique aussi et le contenu proposé était laid offensivement, mais il a pu dépanner. Moi, je pense qu'au fait, contre Dunkerque, on souffre quand même assez de malchance, quoi, parce qu'effectivement, on a 4 joueurs qui peuvent jouer avant-centre, Stassin, Dufus, et Boaké et Nguessan, et on n'en a aucun qui est disponible, quoi. Et je pense qu'on a souffert de malchance. Est-ce que ça explique le peu d'occasions qu'on a eu franches et le peu de ballons dans la surface qu'on a touché? Je sais pas, mais je pense qu'on a souffert de malchance et que le fait d'avoir coup sur coup les trois principaux, parce qu'Nguessan, je suis pas sûr qu'il soit pleinement intégré dans le projet et qu'il ait lui-même aussi envie de rester longtemps Ouais. à Saint-Etienne dans ce projet-là. Mais le fait qu'on les trois principaux qui soient pas là, c'est quand même très malchanceux de notre part, quoi. Oui, parce que finalement, en réalité, on en avait des attaquants, mais c'est vrai que tout tombe au même moment, malheureusement pour nous, et à force, on ne peut pas tout prévoir non plus. Mais en règle générale, dans le monde du football, aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu un peu une mode de jouer sans numéro 9. Il y a notamment Guardiola qui a montré la voie, mais il a gagné la Ligue des Champions avec un buteur, hein, Erling Haaland. Est-ce qu'on ne sous-estime pas aujourd'hui l'importance des attaquants de pointe dans le football en général? D'un point de vue général, t'en penses quoi, toi, Adrien? Il y a beaucoup d'équipes qui jouent sans avant-centre. Si tu regardes le PSG, les gars qui qui passent au rôle d'avant-centre, Dembélé, c'est pas d'avant-centre. Barcola, c'est pas d'avant-centre. Le Géorgien, alors, le nom, je vais pas vous le dire, parce que c'est très compliqué. C'est pareil, c'est pas d'avant-centre. Ça tourne. Doué peut jouer avant-centre aussi. C'est souvent des joueurs de couloir qui se trouvent avant-centre. Et c'est vrai qu'on se prive de joueurs comme ça. C'est dommage. Les grandes années de Saint-Etienne, on avait un Patrice Garand, c'était un avant-centre. On avait un Roger Millot, c'était des purs avant-centres. Et ça claquait but sur but. Là, c'est vrai qu'on en voit de moins en moins. C'est plus des joueurs qui peuvent jouer sur un côté, qui peuvent jouer en faux numéro 10, en 9,5. Moi, je me souviens de mon époque, on était trois avant-centres. Il y avait Nestor Soubira, il y avait Papio, il y avait moi, il y avait aussi Patrick Revel qui pouvait jouer avant-centre, mais qui était plus sur un côté. Je trouve qu'on perd un petit peu ce rôle d'avant-centre qu'on avait avant. Mais c'est quelque chose que tu arrives à comprendre quand même dans le football moderne aujourd'hui, qu'on retire un peu Non, ce rôle non, d'avant-centre? non, je trouve pas ça très judicieux. Non, pour moi, ça me choque de plus voir d'avant-centre dans les équipes. Oui, parce qu'à la fin, j'ai l'impression quand même qu'on essaye toujours d'y revenir. On regrette un peu les avant-centres qu'on voyait autrefois. Et même, un joueur comme Giroud, par exemple, on a toujours un œil attentif sur lui. Malgré tout, tout le monde est concentré toujours sur ses joueurs. Et il pèse sur une défense, je pense, quand même, par rapport à d'autres joueurs qui ont aussi d'autres qualités, bien sûr. Un exemple qui est tout bête, hein, Ibrahim Sissoko qu'on avait l'année dernière qui est parti, t'as l'avant-centre qui pesait, c'est un gabarit d'1,90 m, costaud et qui bougeait une défense, qui était plus à une défense. Après, tu peux te permettre de faire entrer des gars qui vont vite sur les côtés à côté de lui, qui tournent autour de lui. Mais maintenant, on voit plus ce système de jeu. On le voit plus du tout. Ouais, c'est des systèmes de jeu qui sont différents. D'ailleurs, je vois un message de Romain dans le chat qui dit on réinvente un peu le foot. Aujourd'hui, on ne forme plus vraiment d'attaquants de numéro 9. Karl, qu'est-ce que tu en penses, toi, du fait qu'aujourd'hui, voilà, l'objectif, c'est d'être le plus polyvalent possible, on a l'impression, sur le front de l'attaque?
Ouais, mais tu vois, du coup, c'est vrai que je sais pas si on peut le dire, mais bon, Adrien, tu le diras mieux que moi, mais est-ce qu'on peut pas s'estimer chanceux? Alors, j'ai deux questions parce que, enfin, une remarque et une question, mais est-ce qu'on peut pas s'estimer chanceux finalement, quand même, d'en avoir deux qui peuvent jouer, enfin, deux quand même, Stassin et Dufus qui peuvent jouer à ce poste-là? Est-ce qu'on peut pas s'estimer heureux alors que je pense à des périodes où on avait des Charlaby, des Ramirez qui étaient non performants? Donc, ça, c'était ma première remarque. Et ma deuxième remarque, c'est comment t'expliques, ouais, Adrien, que dans les centres de formation, on n'en forme plus? Alors, bonne question, parce qu'on veut que des joueurs polyvalents maintenant. On veut que des joueurs, souvent, tu as 3 attaquants, mais qui vont être que des ailiers, un faux numéro 9, et on ne forme plus ces gens. Et puis surtout, je pense, c'est qu'on ne travaille pas assez devant le but. On ne perfectionne pas les avancantes. Moi, je me souviens à mon époque, on avait des Georges Beretta, des Patrick Révelli qui nous faisaient des spécifiques attaquants avant-centre. On travaillait devant le but pendant 1 heure avec eux. Maintenant, ça, on le voit plus. Alors, je crois qu'il y a Romain Mouma qui essaie de le faire un petit peu avec le groupe, mais il faut les prendre et tu prends ton Dufus, ton Stassin, tu prends celui de la réserve qui joue en avant-centre aussi, et tu les prépares à ça, à être là au moment opportun, à croiser une course, à croiser un centre. Ça, on ne le voit plus maintenant. Et tu penses que c'est un peu un effet de mode et que ça va revenir un jour d'avoir des vrais avant-centres? Ah bah, j'espère que ça va revenir un jour, parce que regarde les plus grands avant-centres qu'on ait eu, t'as Jean-Pierre Papin, t'avais eu aussi, c'était Gerd Müller en Allemagne, c'était des réels avant-centres, ils allaient mettre la tête, toi tu mettais pas ton pied. Maintenant, ça, tu le vois plus. On le voit plus. C'est tout des frappes. Ça frappe de. Alors pas nous, parce qu'on le fait pas à Saint-Etienne. Nous, on va rentrer tout le monde dans la cage. Mais ça mettait des frappes, ça mettait des reprises de volée. Ça, maintenant, tu le vois plus. Et, On a plus cet instinct de buteur qu'on avait avant. mais le grand public, nous les supporters, on a toujours autant d'attentes envers ces joueurs, hein, comme Lucas Tassin, comme Defus. On veut absolument qu'ils marquent des buts. C'est peut-être. Est-ce qu'on, pour toi, Adrien, on a une trop grosse attente envers ces joueurs aujourd'hui? Ce qui fait qu'on essaye de faire disparaître ce poste, peut-être, je sais pas. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup d'attentes, parce qu'on aimerait qu'il marque à chaque match. Mais un avant-centre, on va avoir de réelles occasions dans un match. Il va en avoir 2, 3. Sur les 2, 3, il en mettra peut-être qu'une. Ou alors, sur un match, il va en avoir une dizaine, il en mettra un ou il en mettra pas. Le rôle d'attaquant est vraiment spécifique, hein. C'est du travail devant le but, c'est du placement, c'est d'avoir la vista, d'être toujours bien placé. Et ça, ils doivent le travailler à l'entraînement. S'ils ne le travaillent pas à l'entraînement et qu'ils font d'autres travail à côté, passer sur les côtés, centrer, l'avant-centre ne peut pas centrer et surtout au centre pour marquer. L'avant-centre doit vraiment cantonner dans son rôle d'avant-centre, jouer en plein axe dans la surface. Et ça, maintenant, ouais, et on l'a vu samedi, quand on avait des centres, on n'avait pas l'avant-centre, on n'avait personne pour mettre les pieds, pour mettre ne serait-ce que l'épaule. Le but tout bête de Stassin à Clermont-Ferrand, il passe devant, c'est un centre, il y a tout le monde, il tend juste le bout du pied pour lever le gardien. Ça se travaille et pour moi, on ne travaille pas ça encore dans les centres de formation. Ouais. Après, c'est peut-être que mon point de vue personnel, je sais pas, je suis peut-être trop focus là-dessus, mais j'ai l'impression, tu parles des centres, que dans les matchs de Saint-Etienne, en tout cas, j'en vois de moins en moins des centres, alors que c'est une des armes les plus redoutables pour marquer. Pour moi, ce serait vraiment judicieux de revenir à cette base, peut-être même sans avant-centre, il peut toujours y avoir un pied dans la surface. Est-ce que pour toi, on centre pas assez ou tu trouves que c'est normal notre façon de jouer? Alors, les peu de centres qu'on met, il faut que l'avant-centre il soit en point de corner parce qu'ils n'arrivent jamais les centres. C'est très rare quand ça arrive. Euh, c'est c'est quand même bien spécifique. Si on n'a pas des mecs sur les côtés qui sont capables de mettre des bons centres, ça va être. Tu regardes le Real Madrid, t'as Vinicius. Alors, je ne veux pas comparer Saint-Etienne au Real Madrid, mais sur les côtés, t'as Vinicius, t'as Rodrigo, t'as des centreurs. Tu vas à Manchester City, t'as Foden sur les côtés, t'as Cherki maintenant. T'as des joueurs qui savent de mettre des bons ballons. Si t'as pas ces joueurs-là, l'avant-centre, ce rôle va se perdre et ça va être très compliqué pour l'avenir. Ça se Ouais. travaille, c'est du travail à l'entraînement, c'est des combinaisons à faire, mais toujours en ayant ton avant-centre et en formant ton avant-centre. Ah, c'est super intéressant, on aura certainement l'occasion d'y revenir. Colin, j'imagine que dans le chat, il y a pas mal de messages par rapport à l'intervention d'Adrien et de Karl, à ce rôle de numéro 9, au fait qu'aujourd'hui, la priorité, c'est plus d'avoir des joueurs polyvalents et peut-être des ailiers percutants. Qu'est-ce qu'en pense le chat, Colin?
Bah écoute, comme tu disais, Romain qui trouve qu'on réinvente un peu le foot, qu'on en demande peut-être autant à Stassin. Et puis Olcato qui, de son côté, observe que devant le but, c'est faible. Du côté de l'ASS, Blaise qui évoquait tout à l'heure quelques solutions aussi, qu'il faudrait peut-être essayer Cardona dans ce poste d'avancante pour revenir sur Lucas Stassin. Franklin McFly qui observe qu'il n'est déjà plus là. Et puis ça fait évidemment partie des priorités pour Actu JV. Il faut en plus d'un 6, un 9 en cas de départ de Lucas Tassin. Ok, bah on verra ce qui va se passer durant ce mercato hivernal qui sera certainement très animé. Merci à vous deux pour vos interventions, Karl et Adrien. Et je vous propose de passer au prochain match pour conclure cette émission, ces 10 dernières minutes. Samedi, on reçoit donc Bastia à Geoffroy Guichard. Bastia qui n'a pas pu terminer son dernier match contre le Red Star suite à un jet de fumigène sur Bradley Danger, donc joueur du Red Star qui a interrompu le match aux alentours de l'heure de jeu, il me semble, il y avait 0-0. Donc Bastia qui est lanterne rouge, qui compte 7 points. La victoire, elle est impérative pour Saint-Etienne, mais j'ai l'impression qu'on le répète à chaque fois. Est-ce que le concept de la bête blessée, donc Bastia, est-ce que ce concept fonctionne aujourd'hui selon toi, Karl ? C'est-à-dire, pour eux, Ouais, pour eux. non, je pense qu'ils sont totalement au fond du trou. L'épisode contre le Red Star, c'est un peu le coup de massue, quoi. C'est la goutte d'eau, je pense, qui fait déborder le vase. Et je pense qu'ils sont tellement loin. Ils sont tellement désorganisés, ils ont tellement pas de plan de jeu, d'envie, enfin tout par. Je crois qu'il y a eu un encadrement de la masse salariale. En fait, c'est un club en délabrement complet, quoi. Donc non, le concept de la bête blessée, moi j'y crois absolument pas pour une équipe comme Bastia. J'aurais pu y croire pour une équipe comme Nancy, tu vois, et qui a été assez valeureuse, mais pour une équipe contre Bastia, non. Et c'est d'autant plus pour nous, c'est à nous d'assurer le match et de gagner avec une manière, mais avec une manière et des buts. Et surtout parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais 6 buts marqués en 16 matchs, enfin en 15 matchs et demi, c'est rien. Et je crois qu'ils n'ont pas marqué à pour l'extérieur, moi, si je dis pas de bêtises. Il me semble que j'avais entendu la statistique. qui, qui plus est, c'est une statistique de fou. Donc, ça serait vraiment j'y vais un peu fort, mais un peu une humiliation de se prendre un but à domicile. Alors évidemment sans les copes et tout, mais prendre un but à domicile par Bastia, ça serait vraiment une déconvenue majeure. Donc pour moi, c'est hors de question de ne pas gagner avec la manière et sans encaisser de but, quoi. Et je parlais du concept de la bête blessée pour Bastia, mais si c'est nous la bête blessée, est-ce que ça peut fonctionner ? J'y crois pas non plus. J'y crois pas non plus parce que cette équipe, elle manque totalement de caractère. Elle n'a pas de caractère, elle est insipide. Il y a 3-4 joueurs cadres qui je pensais, pouvaient bouger cette équipe, mais en fait, tu te rends compte que bah non, parce qu'au fait, des cadres contre Dunkerque, on aurait pu attendre d'un Tardieu qui secoue l'équipe, on aurait pu attendre d'un Larsonneur, mais Larsonneur, c'est un gardien, donc c'est toujours particulier. On aurait pu attendre d'un Cardona qui, quand même connaît le championnat et est dans l'effectif maintenant depuis un petit moment. Et en fait, tu te rends compte que cette équipe, elle est totalement amorphe sur le terrain aussi. Donc, le concept d'avoir un peu de caractère, d'amour propre, enfin, un peu de panache, etc., je le vois pas dans cette équipe-là. Après, je sais pas si on peut considérer qu'on est une bête blessée, quoi. C'est qu'une Non, défaite. non. Si on écoute Apia, comme il le disait, on a enchaîné 4 victoires d'affilée. Bon, après, il faut pas oublier de noter qu'il y a eu deux victoires contre une R2 et une R3 aussi dedans. Donc non, je parlerai pas de bête blessée pour parler de la SSE. Et de ton côté, toi, Adrien, tu penses que c'est Bastia la meilleure équipe à prendre en ce moment après cette déconvenue sur la pelouse de Dunkerque, ou tu aurais préféré avoir un adversaire à peu près dans nos Alors, positions ? non, je veux dire que c'est la meilleure équipe à prendre pour ce match-là à Saint-Etienne. Mais je vais aller encore plus loin. Moi, je veux dire, si Saint-Etienne vient prendre un but ou même perdre, ça serait une faute professionnelle parce que c'est une équipe qui a marqué 6 buts, pas un seul but à l'extérieur, qui a aucun fond de jeu, qui a la tête dans le sac, parce qu'à 7 points, ça va être très, très compliqué de s'en sortir. Et si nous, on n'arrive pas à lever notre niveau de jeu, à lever le niveau de jeu, un petit peu comme le match de Rodez, le premier match de la saison à domicile, on arrive à en passer 5, ça serait vraiment grave de ne pas pouvoir faire ça. Donc oui, il va falloir marquer beaucoup de buts. Et justement, c'est là où il va falloir que les attaquants prennent de la confiance. Parce que sur des matchs comme ça. Et sur ces matchs-là, il faut faire jouer un Ben Holt pour lui donner du temps de jeu, pour prouver qu'il a le niveau pour jouer avec Saint-Etienne. Et je pense qu'il l'a, parce que quand il est arrivé en début de saison en Ligue 1,
Et avant sa blessure, il avait fait des bons matchs. Donc là, je pense que ce match-là, c'est justement le match pour relancer un petit peu la saison et faire oublier ce match de samedi dernier. Bah, tu parlais justement de marquer beaucoup de buts, d'essayer de relancer la saison. Est-ce que gagner sans la manière face à Bastia, est-ce que ce serait un nouvel échec pour Saint-Etienne? Ah oui, il faut qu'ils mettent la manière. Alors c'est bien de gagner. Moi, les jeunes que j'entraîne, je leur dis, voilà, des fois il faut gagner sans mettre de la manière. Mais là, sur les dernières prestations, sans parler du match de Coupe de France et deux matchs de Coupe de France qu'il y a eu à la suite, si on met pas la manière, on va être la risée un petit peu du football de Ligue 2 parce que une équipe qui va venir, qui est faible, qui a pas de fond de jeu, qui a des problèmes, je pense extra-sportifs aussi, ces équipes-là, il faut les tourner tout de suite, leur rentrer dedans, leur montrer qui est Saint-Etienne à domicile. Alors certes, ça va être compliqué s'il n'y aura pas les copes. Enfin, il n'y aura pas un cop, il me semble. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est à nous de mettre l'envie, de montrer que on sait jouer au football, mais pour jouer au football, il faut du mouvement sur le terrain, il faut de la combativité, de la solidarité, de l'envie, ce qu'ils nous ont pas montré ces derniers temps, parce que à Dunkerque, oui, il n'y avait aucune envie, hein. Il n'y avait rien du tout. Et je pense que c'est ce match-là qui va peut-être un petit peu décanter la fin de saison. Mais ouais, il va falloir marquer des buts, mais avec de la manière. Et de ton côté, Karl, toi, tu attends aussi la manière du côté stéphanois ou juste la victoire, ça suffirait pour juste reprendre confiance? Non, 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 non. Si on commence à se contenter d'une victoire simple et triquée contre Bastia, c'est que on vise absolument pas la montée et on ne mérite pas la montée. Comme tu disais, j'ai vérifié, mais effectivement, comme tu le dis, Bastia n'a pas marqué un but à l'extérieur. On a encaissé 8, mais on n'a pas marqué un but et ils ont fait 2 matchs nuls à l'extérieur, 0-0 quoi. Donc c'est-à-dire que non, oui, il faut marquer des buts, il faut être souverain défensivement et oui, il faut vraiment mettre des buts. Et effectivement, comme disait Adrien, est-ce que c'est pas le moment aussi de mettre en confiance des joueurs qui ont offensivement, j'aimerais bien aussi que Benold lui performe aussi en Ligue 2 comme je l'ai évoqué en début d'émission. C'est bien c'est bien de performer contre Éco Témoin, une R3 en Coupe de France, mais c'est pas mal aussi d'avoir un peu de temps de jeu en Ligue 2 contre une équipe qui tremble, qui a plus aucune valeur sûre, qui a plus aucune fondation sûre quoi. Voilà. Donc oui, moi j'attends une victoire large. Et évidemment au-delà du score, j'attends qu'il y ait du jeu, quoi, qu'on propose du jeu, qu'on propose un football plaisant à voir et qu'on arrête de voir un David Ajuli qui pense qu'à sa gueule, qui tire des mines de l'extérieur de la surface, qu'on arrive à combiner dans les petits espaces, mais pas au milieu de terrain, parce que ça suffit de rester au milieu de terrain, de se projeter un petit peu offensivement. Donc j'attends une victoire large avec la manière pour bien finir la première partie de saison à domicile, quoi. On sait le faire en plus. On l'a fait à 3 sur une mi-temps, parce qu'à 3, la première mi-temps à 3-0, le jeu était limpide, était clair. On l'a fait contre Rodez. On est capable de le reproduire. Leur football n'est pas parti, bien au contraire. Voilà, après c'est dans les têtes et il va falloir justement, pour qu'ils se remettent bien dans leur tête, faire un super match contre Bastia, enchaîner, marquer des buts et donner de la confiance un petit peu à tout le monde. Et là, justement, on parle d'écart entre deux équipes en termes de classement, donc Saint-Etienne et Bastia. Il y a un match qui se joue actuellement entre Reims et Laval. Et Reims qui revient donc provisoirement à 1 point de Saint-Etienne à l'heure de jeu, qui est en train de gagner 3-0 contre Laval, qui est 16e de Ligue 2. Donc là, ils sont en train de gagner pour le coup avec la manière, les Rémois. Donc espérons que nous, on s'en inspire. Malheureusement, comme tu l'as dit, Adrien, il y aura un COP en moins pour ce match. Ce sera le COP Nord cette fois-ci et qui sera aussi suspendu pour le premier match de l'année 2026 contre Clermont. Les deux COP feront leur retour contre Boulogne. Donc ce sera fin janvier. Donc après 2 suspensions du COP Sud, c'est 2 suspensions du COP Nord. Voilà, c'était juste pour donner la formation à ceux qui ne l'auraient pas. On va passer sur la composition que vous verriez, pour cette rencontre. De ton côté, Adrien, quel serait ton 11 côté stéphanois? L'Arsenal dans les cages, Nadé Pedro dans l'axe. Je mettrais Benauer à gauche. Le petit jeune qu'on a dit tout à l'heure à droite. Je me souviens plus du nom, qui jouait avec la réserve contre Makloufi, ouais. Dans l'axe, de toute façon, on n'aura pas bien le choix. Alors, j'aimerais bien que Moefek soit dans l'axe avec Jaber et Mialovic. Et sur les côté Cardona, Dufus dans l'axe et Benold sur le côté. Ok, si je dis pas de bêtises, Makloufi, je crois qu'il est plus arrière gauche, donc ce serait peut-être Bernard à droite et Makloufi à gauche. Bernard à droite et Makloufi à gauche, ouais. Ouais, à ce moment-là, ce serait plutôt comme ça. Ok, et toi, Karl, tu verrais le même style de composition qu'Adrien?
Moi, non. Ouais, enfin, globalement, oui. Mais défensivement, je dirais plutôt Bernard à gauche, Pedro Nadé au milieu, on est bien d'accord. Je verrais bien Apia continuer, en fait, parce qu'il a fait un bon match Oui, c'est euh, vrai qu'il a fait. contre, euh, contre Dunkerque. En fait, c'est une valeur plutôt quand même. Enfin, j'ai moins de crainte avec lui défensivement qu'avec un Ferreira. Ouais, Donc, c'est je le vois bien. J'aimerais bien le voir continuer. Et au milieu de terrain, j'aimerais bien, ouais, voilà, revoir Moefek. Alors, je sais pas si c'est pour faire sortir Tardio Jabber ou Miladinovic, parce qu'en fait, les matchs où il y a eu le plus où on a été le plus souverain au milieu et le plus solide, c'était avec la triplette Moefek, Tardieu, Jabber. Donc pourquoi pas garder ce milieu-là, même s'il tire un peu la langue. Et puis offensivement, ouais, Dufus, j'espère il sera capable de débuter la rencontre à la pointe. Cardona, et ouais, peut-être un Benold, ouais. Je suis plutôt d'accord avec Adrien sur ce secteur offensif. J'aimerais bien voir David Ajvili le mettre un peu sur le banc, lui remettre un peu les idées à l'endroit lui aussi. Oui, ça lui ferait pas de mal un petit peu. Ouais. Ok, donc ce serait intéressant peut-être de voir Benold titulaire. Est-ce que Colin dans le chat, il y a des réactions par rapport à la composition, par rapport au match tout simplement qui arrive contre Bastia? Bah écoute, apparemment, ça risque de se corser pour Orneland en cas de défaite, hein, pour citer ALT Jolie 1700, blague. 17680, pardon. C'est ça. Et puis, si on perd contre Bastia, c'est la crise, hein, insiste Auvergne AS Trail, pardon. Pour Blaise, ce n'est pas gagné d'avance. On ne sait plus à quoi s'attendre de toute manière avec les compositions de Eric Orneland. On s'attend aussi à voir Aymar qui va rentrer pour JOTV. Ben Hall qui doit être titulaire pour Frankie Malfly, pour Boakier, pour JOTV Boakier doit jouer quoi qu'il arrive, mais il y a tout de même un petit peu d'optimiste, hein, Pascal, qui dit qu'on va jouer contre Bastia et Nice pour les deux prochaines rencontres, les deux clubs pardon, en dessous de tout en ce moment, et puis bah, si on ouvre la marque dans le premier quart d'heure, on peut en mettre 5. Ouais, on peut en mettre 5 si on ouvre la marque, on peut malheureusement en prendre si on concède l'ouverture du score en espérant que ça se passe bien pour Saint-Etienne. Juste avant de conclure et de passer au pronostic, je voudrais quand même revenir sur le fait qu'il n'y a pas de COP. Rapidement, Adrien, est-ce que pour toi, c'est un coup dur pour Saint-Etienne pour pouvoir booster cette équipe qui en a peut-être besoin? Bien sûr que c'est un coup dur, surtout que pourquoi les suspendre? J'ai pas vu de fumigène atterrir sur le terrain. C'est toujours bien classé. Ils font pas de conneries. Alors en plus, normalement quand tu prends une sanction, c'est au-delà de 90 fumigènes. Pour ce match-là, ils avaient fait 89. Ils avaient bien prévu leur truc, donc c'est vraiment dommage de punir des copes pour des broutilles pareils. Alors si on punit des copes, qu'on le fasse pour tous les clubs, pas que pour Saint-Etienne. C'est souvent Saint-Etienne qui ramasse. Je vais pas faire le chauvin, mais il y a d'autres clubs pas très loin de chez nous. Il y a des fumigènes qui s'allument. Ils ont pas souvent des sanctions. Le PSG, c'est pareil. Il y a des fumigènes qui s'allument. Ils ont pas de sanctions. Moi, j'ai eu la chance d'aller les voir contre Nice au parc. Il y a des fumigènes qui ont été allumés. Il y a pas eu de sanctions qui ont été mises. Donc, à un moment, il faut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est dommage de pénaliser toujours les mêmes copes. Et comme Stéphanois, je veux pas être, mais c'est les deux meilleurs copes. Allez, avec Marseille, c'est les supporters les plus fervents. Il n'y a jamais eu de gros problèmes. Il y a eu des gros problèmes quand on est descendu en Ligue 2, il y a deux ou 3 ans, mais là, ça c'est quand même bien assagi. C'est dommage de les punir ainsi. Ouais, et Nancy qui a aussi été sanctionné d'ailleurs après ce match et qui va aussi avoir une tribune à huis clos. Rapidement, Karl, qu'est-ce que tu en penses toi de la suspension? Est-ce que c'est un gros coup dur pour cette rencontre? Ces deux rencontres qui arrivent. Alors déjà, c'est peut-être pas plus mal finalement que le match des Coupes de France contre Écoutez ait été inversé pour que le Club Sud purge sa suspension là-bas Oui. pour ce match-là et qu'il soit de retour samedi. C'est bien ça, il me semble bien que le Club Sud est de retour. Ouais, oui, c'est Donc ça. bon, ça sera avec un poumon sur deux. Bon, c'est toujours mieux que aucun. Mais moi c'est pas sur les instances que bon, on sait qu'elles sont hostiles, assez fumigènes et très maniaques et peu, peu adepte de ces belles ambiances-là, chaleureuses et festives. Mais moi, c'est plutôt sur ouais, c'est le manque de soutien des dirigeants, de défense des dirigeants, parce qu'on a l'impression qu'en fait, on accueille ces sanctions-là avec fatalisme. Alors c'est bien beau de soutenir les deux groupes ultra l'année dernière au moment où ils étaient menacés par Bruno Retailleau, et là effectivement ils étaient front, ils étaient dans la rue derrière
les bâches pour soutenir les groupes. Mais en fait, quand il s'agit de défendre des groupes dans ces moments où ils sont menacés de suspension, pour avoir écrit un 76 avec des fumigènes, c'est-à-dire que j'étais au stade, c'était magnifique et ça a fait le tour des réseaux sociaux et des médias parce que c'était magnifique, c'était un bel hommage à l'équipe de 76. Je trouve ça très ridicule et je trouve ça dommage que le club prenne pas la parole publiquement pour les défendre. Voilà. Ok, bah merci les gars pour vos avis sur la question. Le débat est ouvert pour peut-être une prochaine émission ou dans les commentaires en tout cas. On arrive à la fin du temps, donc je vais devoir conclure. On va passer à l'instant pronostic pour le match contre Bastia. Quel est ton pronostic, Adrien, et donne les buteurs également, s'il y en a. Allez, moi je vais dire 4-0 pour Saint-Étienne et je verrai un doublé de Benold, un but de Fus et un de Cardona. Ok. Karl, toi ton prono? Moi, ça sera un 3-0, un but de Dufus, un but de Cardona et peut-être un but d'un Moefek. Ouais, un but d'un Moefek. Ok, donc très optimiste pour l'instant. Et toi, Colin? Plutôt dans le pessimisme, plutôt dans l'optimisme, pardon, face à Bastia. C'est difficile de voir une défaite des Verts. Alors pourquoi pas un petit, évidemment en encaissant toujours un but, 2-1 avec un but de Cardona et de Dufus. Ok, donc Bastia marquerait son premier but à l'extérieur, j'espère pas non plus. Moi, je partirais comme Karl sur un 3-0 avec un doublé de Dufus et un but d'Irvine Cardona. Mais j'espère que notre optimisme, cette fois-ci, il va être véritable parce que malheureusement, on sait qu'à chaque fois, on se fait un peu tous avoir. Merci en tout cas les gars pour le débrief de ce match et toute cette émission. Merci à vous le chat et puis on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer donc la rencontre contre Bastia. En attendant, passez une bonne soirée et puis bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous. Allez les Verts. Salut.